Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour Clément. Bonjour Thomas. Et voici l'heure du nouveau rendez-vous Sun Business. Nous sommes le mardi comme tous les jours, il est 7h41. Nous sommes pile à l'heure pour démarrer une nouvelle interview. Aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, nous allons parler métallurgie et encore une belle histoire au programme aujourd'hui. Une belle histoire tout à fait Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité au son unique et à ce nouveau numéro donc, de Sun Business mardi 12 janvier. Je reçois ce matin et en direct pour ce nouveau numéro Karine Chénaud. Elle est la présidente de Lambert Manufil. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce numéro de Sun Business. Je vous emmène à Couëron. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le fil d'acier depuis 1924, 60 collaborateurs. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Alors, Karine Chénaud, vous avez suivi des études de gestion économique et financière, des analyses de projets d'investissement industriel également. Vous étiez aussi spécialisé, ou en tout cas vous vous êtes intéressé à la transmission, à la cession d'entreprises, et pour cause, puisque on va parler d'une histoire donc familiale, une entreprise qui a été créée par votre arrière-grand-père donc en 1924. Vous intégrez vous l'entreprise en 2002 et vous en prenez les commandes en 2009. Comment s'est passée cette transmission? Dans quel contexte? Racontez-nous. Alors, c'était pas une histoire écrite au départ. C'est vrai que je suis dans cette famille où il y a une entreprise depuis plusieurs générations, mais je n'ai jamais eu de pression pour pouvoir reprendre l'entreprise à terme. C'est un projet qui est venu de ma part. Bon, d'une part, j'avais fait des études qui étaient quand même dans la gestion, les entreprises m'intéressaient, et dans diverses expériences professionnelles avant de revenir à Couëron et chez Lambert Manufil, j'avais eu l'occasion de visiter plusieurs entreprises et même d'accompagner les dirigeants dans la cession de leur société alors qu'ils n'avaient pas d'héritier, donc ça m'avait beaucoup intéressé. Et puis petit à petit, j'ai plus discuté avec mon père de son quotidien, des projets qu'il menait dans l'entreprise, jusqu'à avoir vraiment une grosse envie de venir le rejoindre. Donc j'étais à Bordeaux à l'époque avec mon mari, donc on a décidé de revenir sur Nantes, lui aussi est nantais, et puis de se lancer dans cette belle aventure, qui est une aventure familiale, même si lui ne travaille pas dans l'entreprise, c'est quand même un choix de vie que l'on fait quand on rejoint l'entreprise familiale. Alors, ça s'est fait en 2002. Alors c'était pas donc une figure paternelle, un ascendant trop fort, mais plutôt une volonté de poursuivre une aventure entrepreneuriale et donc familiale. Oui, un intérêt pour l'entreprise en général, et puis après, petit à petit, la discussion avec mon papa sur son travail, et puis sur les projets. C'est avant tout, je pense, une histoire un peu d'intérêt pour cette entreprise qui a une belle histoire, qui a un métier qui est ancien, qui est traditionnel, qui n'est pas forcément féminin d'ailleurs, mais qui a ce petit quelque chose en plus qui fait que une fois arrivée, après je me suis prise de passion pour cette entreprise, son métier, ses collaborateurs aussi qui sont attachants et qui sont attachés eux-mêmes à l'histoire de cette entreprise. Alors Karine Chénaud, est-ce qu'on ne ressent pas quand même un petit peu la pression de ne pas échouer là où 3 générations avant vous, votre arrière-grand-père, votre grand-père et votre père, ont réussi à monter quelque chose? Bien sûr, le challenge c'est d'être à la hauteur des prédécesseurs, mais en même temps chacun apporte sa marque. Mon arrière-grand-père était un dirigeant différent de son genre de la 2e génération, puis de mon père ensuite, et donc moi j'imprime ma marque aussi, je fais à mon idée, mais c'est sûr que c'est à la fois une chance extraordinaire dans une famille qui ait une entreprise à reprendre, et en même temps c'est un risque qu'on prend, puisque ça peut aussi ne pas marcher, ça peut être la fin de l'histoire, mais je m'emploie à ce que ce ne soit pas le cas, et en tout cas j'y mets toute mon énergie. Alors vous étiez sensible à l'époque de la transmission, notamment aux questions de l'informatisation, puisque c'était un sujet auquel votre papa a été confronté au moment de la modernisation et de l'arrivée de ces outils, et également sur des questions de management. Il y avait peut-être un renouveau à apporter sur ces questions-là, sur ces sujets. Oui, comme toute entreprise qui a déjà un certain âge, il y a des habitudes qui se prennent, et donc elle a 90 ans, mais on est sans cesse en train de se remettre en question. Alors quand je suis arrivée, mon père avait déjà bien engagé la partie informatique, que mon grand-père n'avait pas du tout lancée. Donc il est déjà, lui, très sensible à ces sujets-là et conscient de la productivité que ça peut amener. Donc j'ai poursuivi dans ce sens, en changeant des logiciels et puis en formant aussi les collaborateurs à ces outils. Et puis, comme vous dites, le management est devenu un sujet très important dans l'entreprise, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant.
auparavant. Et moi, je suis très attachée à l'implication des collaborateurs, à faire un projet d'entreprise dans lequel tout le monde est impliqué, se sente bien, c'est important aussi. Et je suis persuadée que c'est quand les collaborateurs sont à l'aise dans leur poste, d'ailleurs dont ils doivent bien connaître le pourtour, qu'ils sont encore plus efficaces et que l'entreprise s'en ressent d'autant mieux. Alors vous reconnaissez vous-même que vous n'êtes pas forcément une experte de ces savoir-faire, mais par contre, évidemment, une bonne gestionnaire, une bonne gérante. Est-ce que vous mettez encore les pieds dans l'atelier, dans les ateliers? Est-ce que vous allez rencontrer vos collaborateurs? Bien sûr. Non, effectivement, je ne suis pas une experte technique. Je n'ai jamais appris à fabriquer du fil d'acier et encore moins des clous, ni à vendre du grillage. Et pourtant, je suis arrivée avec mes compétences de gestion, vous le disiez, mes compétences financières, et puis aussi un peu management, enfin une certaine idée du management. Et puis petit à petit, je me suis intéressée au métier, hein, même si le savoir-faire, ce n'est pas moi qui l'ai, ce sont les équipes. Et pour autant, ça m'intéresse beaucoup. Et donc tous les matins, je vais déjà, c'est la moindre des choses, dire bonjour à tout le monde dans l'atelier. Et j'aime assez passer du temps dans l'atelier, même si à mon goût, je n'y passe pas autant de temps que je le souhaiterais. Et c'est nécessaire de s'intéresser au métier que font les collaborateurs pour pouvoir apporter aussi des nouvelles idées, une organisation, etc. Alors quand vous arrivez, effectivement, là c'est un peu le baptême du feu, quelques mois ou pendant en tout cas la crise de 2008, c'est quoi l'ambiance? C'est moins 50% du chiffre d'affaires? Oui. Qu'est-ce que vous subissez? Je suis arrivée en 2002, ce qui m'a permis quand même de connaître quelques années où tout se passait relativement bien, notamment sur une de nos activités qui est le négoce de grillage pour les paysagistes. Et puis effectivement en 2008 il y a eu un choc, hein, au mois de septembre notre fax s'est arrêté de sonner, le téléphone aussi, et les commandes ont vraiment chuté de façon considérable jusqu'à se retrouver en juin 2009 qui a vraiment été l'année la pire qu'on ait vécue. Donc à fin juin 2009, effectivement moins 57% de chiffre d'affaires. Bon, alors quand on arrive le matin là sur le parking, qu'est-ce qu'on se dit? Comment on communique avec comment est-ce qu'on communique? On sait qu'on n'a pas le travail pour tout le monde, donc c'est une période alors en termes de communication, on ne cache pas les choses non plus. De toute façon, les collaborateurs ils voient bien que les commandes n'arrivent pas, donc on est le plus transparent possible. On essaye de faire en sorte que certains partent en formation. On essaye de faire en sorte qu'on range l'atelier. Donc l'atelier n'a jamais été aussi bien rangé qu'à cette époque-là. Et puis surtout, c'est une période de remise en cause où on se lance dans des nouveaux projets. On a la chance de pouvoir le faire. Une entreprise ancienne avec des reins relativement solides. Donc c'est à ce moment-là qu'on ouvre des agences pour distribuer du grillage au-delà du 44. C'est à ce moment-là qu'on décide d'investir dans un matériel pour fabriquer un produit nouveau. Donc une innovation qu'on avait en tête depuis plusieurs années puis qu'on n'avait jamais pris le temps de développer. En 2009, on a pris la décision, ce qui nous a permis dans les années suivantes de retrouver l'activité, et puis petit à petit le marché aussi s'est redressé, et c'est comme ça que l'histoire a continué. Donc formation, chômage partiel, vous arrivez à conserver vos 60 collaborateurs sans qu'il y ait de perte de... Vous l'évoquez, ça c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi, c'est-à-dire que la première décision que j'ai eu à prendre en tant que dirigeant, donc avec papa on a fait la transmission au 1er janvier 2009, c'était le concours de circonstances, c'était prévu, donc on ne l'a pas retardé, et la première décision que j'ai eu à prendre, ça a été de chômage partiel, et ça n'était jamais arrivé depuis l'origine de l'entreprise, donc ça c'est quand même quelque chose qui me reste un peu en travers de la gorge. En même temps c'était une décision à prendre, et puis avec les systèmes, notamment à l'époque le système a été revu, donc ça permettait aux collaborateurs de ne pas perdre trop en rémunération, et en même temps à l'entreprise de se mettre en relative pause, le temps de retrouver des marchés et des commandes. Bon, au-delà des emplois, c'est évidemment le savoir-faire qu'il fallait conserver. Comment vous résistez, Karine Chénaud, depuis ce moment-là et encore aujourd'hui sur un marché qui est ultra concurrentiel, notamment face aux pays de l'Est? C'est quoi la valeur ajoutée de Lambert Manufil? Est-ce que c'est le made in France? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la réactivité, les stocks dont vous disposez? Vous avez tout dit, c'est un peu tout ça en même temps. C'est sur ça qu'on se bat. Donc effectivement, c'est la proximité client. On y tient beaucoup à être proche de nos clients, et on l'est de plus en plus. Donc on a plutôt renforcé les équipes commerciales de ces dernières années pour vraiment être au mieux de leurs attentes, vraiment réfléchir à leurs besoins
besoin. Un client qui ne prenait qu'un produit chez nous auparavant parce que tout simplement il ne connaissait pas les autres, eh ben, on s'est attaché à vraiment élargir auprès de lui ce qu'on pouvait lui proposer. Donc ça, c'est un premier point, la proximité client, en lui offrant du service, donc la réactivité. C'est vrai, vous l'avez dit, nos concurrents, ils sont à l'étranger, ils sont dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, donc principalement les pays de l'Est. Et forcément, quand un client en commande à l'importation, il n'a pas la même réactivité en cas de problème ou le même, ne serait-ce que le même délai de livraison qu'avec nous qui sommes à sa porte. Donc on peut facilement aussi se déplacer, on peut l'accompagner techniquement quand il y a un problème dans son atelier. On va aussi voir pour le conseiller sur tel ou tel fil ou telle pointe que l'on peut changer. Donc de la réactivité, du service, bien sûr la qualité. Même si nos concurrents, comme tout le monde, s'améliorent, on est attaché à la qualité de nos produits. C'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'on soit spécialiste du fil d'acier. Et on ne fabrique pas seulement les pointes, on fabrique aussi le fil qui sert à fabriquer les pointes. Et même quand on vend du grillage, quand on ne le fabrique pas, on est, nous, vraiment sensibles à la qualité du fil qui est dans tous nos produits, donc la qualité. Alors il faut rappeler à nos auditrices et nos auditeurs qu'à un moment en France, vous avez été à peu près 180 sur ce marché-là. Aujourd'hui, vous n'êtes plus que... Sur l'activité pointerie, nous sommes plus que 3 en France. Bon, voilà. Donc voilà, les survivants de ces métiers-là. Comment vous terminez la 2015 sur quel chiffre vous avez communiqué Alors pour on a terminer un chiffre l'année d'affaires qui est de 13 millions d'euros, qui se répartit à moitié-moitié entre une activité de négoce de grillage et puis l'activité industrielle de fabrication de fils et fabrication de clous. C'est un chiffre qui est plutôt en hausse. Avec des tendances qui sont plutôt non, cette année, encourageantes. ça s'est plutôt pas mal passé en termes de volume, puisque notre chiffre d'affaires a augmenté de l'ordre de 10%. Par contre, on a quand même des marges qui se sont réduites et une rentabilité qui n'est pas forcément au rendez-vous, notamment sur l'activité industrielle. Alors, une croissance pour autant qui est au rendez-vous concernant donc Lambert Manufil, parce qu'innovation, parce qu'investissement, parce que vous avez osé, même en temps difficile, investir sur des produits innovants. Oui, je pense que c'est important tout le temps de se remettre en cause. Donc, il y a l'innovation. Donc, maintenant, on est désormais fabricant de ce produit qui s'appelle Bipalis, qui est un panneau végétalisable. Donc, on l'a lancé en 2010. Et puis, ça a permis non seulement d'ouvrir de nouveaux marchés, mais aussi de vendre le reste. C'est-à-dire ça change aussi l'image que les clients se font de nous. On est certes né il y a longtemps, mais pour autant, on a des nouvelles idées et on les met en œuvre. Et donc, ce nouveau produit, comme d'autres, d'ailleurs, on est toujours en veille de produits nouveaux. On essaye d'élargir notre gamme, pas forcément avec des produits qu'on fabrique, avec des produits que d'autres fabriquent. Donc, on va dans les salons et on propose à nos clients des choses plus diversifiées. Et tant nos clients que nos fournisseurs, je pense, ont eu une image un peu différente de nous à partir de ce moment-là, en se disant, tiens, ils sont vieux, mais ils sont quand même tournés vers l'avenir. Alors Karine Chesneau, peut-être toute dernière question, quelques secondes qui nous restent. Vous avez un rapport avec le temps assez particulier, vous êtes très attaché donc à la transmission et à la famille. Ce sont des repères importants pour un dirigeant qui est parfois très seul dans la pratique de son métier au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on est seul en tant que dirigeant. En même temps, j'ai la chance d'avoir mon père qui est encore bien présent et puis qui a toute la mémoire de l'entreprise. Et puis surtout, j'ai une équipe de collaborateurs, une équipe plus rapprochée et puis l'ensemble des équipes. Donc c'est important d'être bien entouré. Et puis aussi, je fais partie du centre des jeunes dirigeants. Et c'est important aussi pour moi pour échanger, comme vous disiez, ça permet d'être moins seul, et puis surtout pour apprendre, parce que le métier de dirigeant, finalement, il n'y a pas d'école pour ça. La vraie école, c'est celle qu'on trouve au centre des jeunes dirigeants, où on apprend à manager, on apprend à avoir ses bons outils de pilotage, à bien formuler sa stratégie, et c'est même essentiel. Le dirigeant qui sort s'en sort, c'est ma devise, donc c'est ce que je m'emploie à faire. Bon, gageons qu'il ne nous écoute sans doute pas ce matin. Un de vos 4 enfants, a priori, va prendre la relève. Vous voyez les choses comme ça? C'est une question qu'on ne se pose pas encore. L'aîné a 13 ans, donc s'il a envie un jour, pourquoi pas, mais de toute façon, je considère que ça doit être une envie au départ, l'envie d'entreprendre qui doit primer. Karine Chesneau, merci d'être venue. On vous recevra bien sûr avec grand plaisir pour poursuivre cette aventure Lambert Manufil et peut-être avec votre casquette de présidente du CJD des centres du jeune dirigeant de Nantes. Merci Thomas pour ta patience. On écoute peut-être un premier morceau ou c'est toi qui prends les manettes là-dessus? On va proposer, on va suggérer pourquoi pas le nouveau Birdie par exemple
exemple, cette jolie artiste toute jeune avec la voix très belle, justement, dans l'idée innovation, jeunesse, je ne sais pas. Bon, c'est une tentative. Karine Chénaud m'a quand même confié qu'elle aimait beaucoup Benabar, donc je suis sûr que tu pourras faire quelque chose dans l'heure qui vient. On démarrera la deuxième heure du 7-9 avec Benabar dans ce cas, à la demande de Karine Chénaud. Merci beaucoup Clément. Au revoir. Oui, très bonne journée à vous. Une interview Sun Business que vous pourrez retrouver sur notre site internet lesonunique.com dans la rubrique Sun Replay.